Bravo pour votre ponctualité. Bonjour tout le monde. Je vois que vous avez hâte. Dites-moi donc, est-ce que c'est assez clair maintenant la façon dont ça se présente sur Studium? On va regarder ça ensemble aussi. Un des objectifs, c'est rendre ça le plus simple possible, hein, pour que vous, lorsque vous serez en stage, vous puissiez communiquer les différentes instructions, les différents documents, que ce soit le plus facile d'utilisation possible à la fois par vous puis par les milieux d'accueil. Et puis, si on regarde justement ce que l'on a sur Studium, vous voyez comment ça se présente. Le mémo de la semaine. Donc, en principe, là, vous pouvez, il n'y a rien qui vous empêche de voir tous les documents, de compléter les quiz, tout ça. Vous avez le calendrier des activités. Mais ce qu'on planifie dans les prochaines semaines et à partir de la semaine prochaine, c'est aussi d'avoir des invités, comme on aime bien en avoir là, traditionnellement, pour interagir, pour avoir un regard extérieur ou pour que vous puissiez aussi être alimenté par le milieu de pratique lui-même. Puis ça, bien, on va vous annoncer ça au fur et à mesure avec les mémos. Mais cette semaine, il n'y a pas d'invité. On va regarder ensemble la documentation. Présentation. Et puis, on va regarder les milieux de travail qui se sont confirmés aussi, les milieux de stage qui souhaiteraient vous avoir avec eux dans le courant de l'été. Et, et vous voyez là, j'ai ajouté la discussion aussi, seulement que sous forme audio qu'on a eu ensemble la semaine dernière. C'est très riche et ça inclut le commentaire synthèse d'Éric, qu'on connaît pour vraiment son expérience, son recul, aussi son expertise en matière de pédagogie, de formation, d'éducation thérapeutique du patient. Puis, bien qu'il ne soit pas inscrit formellement comme stagiaire, il a accepté généreusement de contribuer avec cette analyse un petit peu extérieure pour pour établir des liens avec aussi différents contextes, évidemment, en particulier le contexte français où les enjeux sont très, très similaires, mais bien que ça prenne un vocabulaire différent. C'est étonnant de voir à quel point on vit les mêmes défis. Puis en se regroupant comme ça peut probablement donner une base plus solide à l'ensemble de la paix et danse en pays francophones où les enjeux sont distincts de ceux dans les pays de tradition anglo-saxonne. Mais bon, on pourra éventuellement y revenir. Puis vous avez bien sûr aussi la discussion avec le docteur De Benedictis, je pense que vous avez apprécié. Puis ceux qui voyez l'influence qu'il a aux CIUS de l'Est a fait que le milieu est très mobilisé, puis a très hâte de vous voir en particulier, pas seulement qu'aux CIUS de l'Est, mais en particulier sous l'impulsion du docteur Luigi. Et puis, qui était très heureux de nous annoncer qu'on pouvait s'attendre à un développement très important avec le Programme québécois pour les troubles mentaux, le PQPTM. On pourra en reparler, mais essentiellement, avec ce nouveau PQPTM, on envisage qu'il y ait des pères aidants associés à ce nouveau programme qui a été développé pour pouvoir réduire, voire même abolir les fameuses listes d'attente. C'est-à-dire que, vous le savez, certaines parmi vous se sont fait, par exemple, prescrire. Lorsque c'est une pharmacothérapie, c'est assez simple. Hein? Le docteur prescrit un médicament, puis vous allez à la pharmacie vous le procurez. Mais lorsqu'il s'agit d'une psychothérapie, eh bien, l'attente peut être de plusieurs mois, si ce n'est pas un an et plus. Et puis là, tout le monde se désole d'avoir, pendant cette année, parfois pas grand-chose à offrir. Et l'idée avec ce nouveau programme, c'est ma compréhension, là, c'est de pouvoir offrir presque sur le champ quelque chose.
plutôt que de laisser les gens être simplement passivement en situation d'attente, en espérant que le téléphone sonne ou qu'on reçoive un courriel nous annonçant qu'on a enfin une place en psychothérapie. Donc ici, c'est un petit peu d'aménager ce qui était avant une attente passive pour faire en sorte que les personnes pour qui ça pourrait être peut-être éventuellement suffisant puissent, avec ce programme-là, trouver des ressources en elles-mêmes et autour de soi pour peut-être avoir moins besoin d'une intensité plus élevée de soutien. Ce qui fait que, de facto, ben, il y a des gens qui n'auront plus à rester sur une liste d'attente si on a pu, avec elles, trouver des ressources qui leur conviennent pour favoriser l'autogestion, l'auto-prise en charge. Donc, il y a tout un potentiel là, puisqu'on s'adresse ici à des gens, pas seulement qu'avec des troubles psychotiques, hein, comme les équipes SIMCIV, dans laquelle, donc, je répète, hein, SIM, suivi intensif dans le milieu, CIV, soutien d'intensité variable, ça c'est pour les troubles psychotiques, 1% de la population, mais là, avec le PQ-PTM, on va déborder, c'est multiplié par 10, avec éventuellement là, pouvoir offrir des gens qui ont des troubles dits courants de santé mentale, anxiété, dépression. Donc, Luigi était très heureux de nous annoncer ça, puis ça ouvre tellement de perspectives là, qu'on va pouvoir que vous allez pouvoir, au fil des mois et des années, investir selon différentes modalités. Là, si on revient, vous avez tous les liens YouTube. On a un objectif transversal dont on va parler aujourd'hui, puis ensuite 10 objectifs spécifiques pour les 10 semaines à venir. Et puis à chacun de ces 10 objectifs spécifiques correspond un quiz. Un objectif spécifique, un quiz. Et en lien avec les lectures, puis vous avez ici, vous l'avez peut-être remarqué, lecture ici, là, juste avant le quiz lui-même, vous avez la lecture et les quiz pas sur les lectures elles-mêmes. Mais en écoutant la vidéo, vous avez le plaisir ou le déplaisir de m'entendre moi-même parcourir de manière quand même assez détaillée ces lectures avec d'assez larges extraits qui sont enrichis de quelques commentaires pour faire des liens. Mais en principe, là, les quiz peuvent être complétés seulement qu'à partir des lectures qui sont répertoriées ici. Là, on arrive à l'autre section, une des principales sections du studium, c'est la dernière, concernant les instructions pour l'évaluation du stage. D'accord? Et on a mis à jour tous ces documents, en particulier grâce à une révision linguistique de votre collègue Marie-Ève Vautrin-Nadeau. Merci Marie-Ève aussi pour faciliter la compréhension, l'uniformisation, puis l'utilisation de ces documents. On est passé quand même de 8 à 6 documents. Puis en les regardant ensemble ce matin, mais il y a encore place à l'amélioration. Donc ici, l'idée, c'est que vous puissiez éventuellement contribuer à un autre niveau de simplification en se l'appropriant entre nous. Ça va vous permettre d'avoir une bonne compréhension, puis donc de bien expliquer au milieu comment eux, ils vont pouvoir aussi s'engager avec la même structure. Donc, quand les gens nous demandent quels sont les objectifs du stage, bien, on les retrouve dans le plan de cours que nous avons parcouru en détail la semaine dernière. Et vous retrouvez d'ailleurs j'ai la présentation que j'ai faite là, ben, elle se retrouve elle-même sur YouTube, ceux qui veulent la réécouter. Tout est enregistré. Donc, vous pourrez venir chercher sur Studium le plan de cours, puis vous remarquez la numérotation. Et là, si on regarde, vous voyez en rouge, hein, donc évidemment, le plan de cours, vous n'avez pas à le remettre, mais le rapport de stage, oui. Et si on regarde en quoi consiste le rapport de stage, il suffit de cliquer ici. Donc ici, au début, là, on demande des informations
nom de l'organisation et lieu de stage. Statut du répondant ou répondante en milieu de stage, ça peut avoir son importance. Est-ce que c'est travailleuse sociale? Est-ce que c'est ergothérapeute, infirmier? Parfois, ce sera des psychiatres ou même éventuellement des pères aidants, mais qui sont eux-mêmes, qui font partie d'une équipe où il y a ces autres professionnels dans l'équipe. Ça va être important d'avoir le OK avant de commencer. Là. De toute façon, en principe, dans les CIUS, vous devrez avoir une carte. Vous ne pourrez pas simplement aller vous promener là, encore moins en contexte de COVID. Là, ceux qui ont eu à y aller, on ne peut pas juste pas se pointer là sans avoir quelqu'un qui vient nous chercher à l'entrée si on n'a pas soi-même une carte d'employé ou ici une carte de stagiaire. Puis on va déterminer avec chacun des lieux, à la fois selon vos disponibilités, on va tenir compte des vacances d'été, du roulement des différents programmes. Bien, il y aura une date de début et une date de fin du stage. Puis à l'intérieur de ça, il y aura un horaire aussi précis que possible, mais il y aura un peu de jeu également selon les besoins. Ça pourrait arriver que, supposons qu'on se dit le stage, ben, dans un cas particulier, c'est 2 jours par semaine entre telle date et telle date. Mais là, si on constate, puis le milieu souhaiterait peut-être changer, puis que ce soit plutôt une journée ou 3, on peut évidemment revenir sur ces accords-là, là, dans la mesure où c'est pertinent. Donc, il y a l'horaire, 64 à 70 heures. Quand on dit 70 heures, hein, parce que c'est facile à expliquer, c'est l'équivalent de 2 semaines de 35 heures. Donc, un stage pourrait être aussi bref que 2 semaines à temps plein. Ou une demi-journée répartie sur 15 semaines, mais on a déjà une semaine de fête, là. Puis, pourquoi 64? C'est parce qu'on a aussi 2 fois 3 heures dans le séminaire en réadaptation qui peuvent être comptées dans le stage. Donc, l'idée, oui, il y a un minimum, mais si vous avez la chance et la disponibilité, l'idéal, c'est que ce serait que quelqu'un fasse l'équivalent de 70 heures, 2 fois 35 heures, réparties là, de différentes façons. Et en plus, pourquoi ne pas faire tout le stage en réadaptation? C'est très, très riche. Ne vous en privez pas si vous en avez la possibilité. Mais ce qui est attendu, le minimum, c'est vraiment 64 heures en milieu de stage comme tel. La section 2, c'est assez important, ça, de savoir dans quel contexte vous allez œuvrer pour bien vous jouer votre rôle de stagiaire, puis éventuellement vous-même être père aidant dans une organisation. C'est très important, c'est crucial de bien connaître cet environnement. Puis pour vous aider, vous, à vous situer, puis comment vous allez, vous, pouvoir être utile dans ce modèle-là. Donc, vous aurez tout avantage à aller voir sur Internet la description des différents programmes, des différentes organisations, selon les territoires, les historiques. Des fois, il peut y avoir des variantes. Les plans stratégiques l'indiquent aussi. Le profil démographique de certaines populations. L'idéal, par exemple, si vous êtes convié en entrevue pour combler un poste, en démontrant votre intérêt pour la mission de cette organisation sur ce territoire-là, bien, vous allez avoir des points par rapport à des gens qui ne s'y intéresseraient pas nécessairement. Donc, la description de l'organisation comme telle, en vous référant aux différents documents, là, publication de cette organisation. Sur les lieux. Parce que là, on pourrait se demander, mais moi, monsieur, c'est quoi le lien avec la paire aidance? Okay? Une des façons de le décrire, là, c'est que le stage ou l'exercice de la paire aidance se fait dans une organisation avec des gens qui sont déjà là, qui étaient là avant vous. Ces gens-là vont vraiment apprécier le fait que vous puissiez contribuer à la fluidité de l'ensemble pour eux-mêmes. Quand vous regardez, bon, mettons, Josée, elle connaît ça, comme infirmière, là, vous regardez un organigramme d'un CIUS. C'est épeurant. Hein? C'est une toile d'araignée, c'est mêlant, puis c'est facile de s'y perdre.
Donc, on ne vous demande pas de connaître par cœur un organigramme, mais au moins l'avoir consulté, là, vous allez pouvoir situer, ça se situe où éventuellement que la paire aidance, dans quelle direction, qui relève de quoi. Parce que peut-être que ça, ce n'est pas très utile pour un père aidé comme tel, mais pour situer l'ensemble d'activités, pour des questions d'imputabilité, savoir qui fait quoi dans ces grosses organisations-là, mais ça va être rassurant pour les milieux de savoir que vous vous êtes posé la question, puis vous êtes capable de vous situer vous-même dans ces organigrammes. Si on a l'air perdu soi-même, les gens vont en déduire que vous allez peut-être, parce que vous êtes un peu des navigateurs. D'ailleurs, c'est une expression utilisée là, parfois à la place de père aidant, c'est des navigateurs du système en anglais, là, navigator. Donc, le fait de prendre connaissance de l'organisation historique de ces systèmes-là, ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas pour accompagner des gens dans tout ce dédale-là, puis aussi pour entrer en contact avec des gens qui sont situés dans d'autres sections de ce même organigramme. C'est un peu comme une carte là, routière que vous avez intérêt là, à au moins savoir où elle est pour éventuellement pouvoir vous y référer. D'accord? Donc, c'est pour ça ici que ça vaut la peine là, d'aller voir comment les organisations elles-mêmes là, se décrivent auprès du public desservi par ces organisations. Ensuite, c'est un peu le même principe. Hein? Là, on vient de parler de l'organisation. Si ce sont les CIUS qui ont jusqu'à 10 à 15 000 employés, vous l'avez vu dans le cours Système de santé et santé publique, l'origine des CIUS et des CIS, suite à la réforme entrée en vigueur le 1er avril 2015, la fusion de plusieurs établissements qui sont devenus des installations de ces CIUS-là. Par exemple, dans l'Est, on avait l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l'ancien hôpital psychiatrique Louis H. Lafontaine, qui était avant ça même connu comme étant l'hôpital ou même l'asile Saint-Jean-de-Dieu. Bien maintenant, ce n'est plus qu'une des installations du CIUS. Mais bon, on parlait tout à l'heure des grosses organisations, mais de manière plus spécifique. Ça va être aussi important, peut-être même plus, de connaître les modèles d'intervention. Il y a certains modèles, en particulier le Program for Assertive Community Treatment, le PACT team, les équipes PACT, qui sont l'ancêtre du suivi intensif dans le milieu, du soutien d'intensité variable. Et maintenant, on a aussi, puis le docteur Bénédictis connaît bien ce champ-là aussi, le Flexible Assertive Community Treatment, le FACT. Donc, ça s'élargit à, vous voyez un peu la progression, suivi intensif dans le milieu. Puis je sais que certains parmi vous ont déjà eux-mêmes bénéficié de ce modèle-là, de suivi intensif dans le milieu. On peut recevoir la visite des membres de ces équipes-là plus d'une fois par semaine. Ensuite, lorsque ça devient d'intensité variable, ça va s'espacer. Et puis, je présume que le FACT, hein, le Flexible Assertive Community Treatment, c'est encore quelque chose d'encore plus dilué. Donc, ce sont des modèles bien éprouvés, bien documentés, et en principe, pour être fidèle à ce modèle SIM, en l'occurrence, là, pour être fidèle à ce modèle-là, il faut qu'il y ait des pairs aidants. Ça fait partie du modèle. Pour être homologué comme étant fidèle au modèle, bien justement, il y a des organismes d'homologation qui peuvent venir vérifier s'il y a bel et bien des pairs aidants en nombre suffisant et dans un nombre suffisant d'équipes cibles. Donc, si certains d'entre vous se destinent à ces modèles-là, parce que c'est d'abord là qu'on pense, et historiquement au Québec, qu'il y a eu des pairs aidants, étant donné que dans le plan d'action en santé mentale, quand on parle de pairs aidants, c'est dans des équipes cibles. Ben, vous avez intérêt à bien vous documenter pourquoi dans ces modèles-là, quelles sont les exigences. Bon. Et ailleurs, ben, il y a d'autres modèles en émergence. Des fois, il n'y en aura pas nécessairement de modèle. Ça va être à vous un petit peu à
à déduire, là, si je me situe dans une équipe qui n'est pas une SimCiv, ben quand même, il s'inspire de des modèles où ils vont combiner différents modèles pour guider l'intervention dans ces autres secteurs-là. Et puis là, ici, dans le rapport de stage, ça va être de démontrer, d'écrire ces approches plus spécifiques pour voir comment les pairs aidants peuvent être contribuer à l'atteinte des objectifs pour ces nouvelles-là. Donc, si on prend l'exemple de Air ouverte, au Québec, c'est inspiré. Australie, Marie-Ève? Headspace. Headspace. Merci. Bon. Puis souvent, c'est ce qui arrive, hein, les anglo-saxons, soit les Anglais, les Britanniques et les Américains, souvent, ils nous devancent un petit peu parce qu'ils ont une tradition de scientifique où ils ont testé, puis ça devient des modèles plus, c'est ce qu'on appelle evidence-based medicine, et un petit peu partout dans le monde, incluant en France, je pense, Eric, hein, c'est souvent ces modèles-là sont d'abord éprouvés en anglais, puis ensuite on essaie de voir comment ça peut correspondre à nos systèmes à nous. C'est pas seulement qu'au Québec, je pense, en général, là, la science, vous apprend pas grand-chose. C'est souvent d'abord en anglais que ça commence. Mais bon, donc, vous voyez, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait faire son stage dans un air ouvert, bien, ça va être apprécié lors s'il y a une entrevue, quand on rencontre les gens. Ah, bien, il y avait Headspace, je me suis documenté là-dessus. Là, l'équipe va sentir, ah, bien, on va être aussi, nous, alimentés pour avoir une meilleure compréhension d'ensemble de nous, notre équipe. On a quelqu'un qui a potassé un petit peu la matière, là, puis qui comprend bien dans quel environnement on se situe. Même si, encore une fois, de connaître cette historique-là, vous voyez que ce n'est pas nécessairement utile à vos pairs aidés. Là. Okay? Mais l'idée, je pense que c'est ce qu'on développe. Quand on discute, on se dit, bien, c'est pas encore très net, là, qu'est-ce que des pairs aidants, pères aidantes, quelle est la contribution, quel est l'effet sur les pairs aidés? C'est difficile à observer, à le constater sur une base individuelle. Donc, c'est un petit peu pour ça que dans notre programme, on a un volet santé publique, mais à l'échelle plus globale, c'est souvent les équipes où il y a des pairs aidants. Le père aidant contribue à influencer la culture d'équipe et c'est l'équipe, globalement, qui a fini par avoir une influence, peut-être parfois très modeste, à peine perceptible, sur des individus. Mais lorsqu'on additionne l'ensemble de tous ces individus qui reçoivent des soins et services de ces équipes-là, bien là, ça finit par avoir un effet cumulatif. Mais que vous, de votre point de vue, probablement que ça va vous arriver, wow, est-ce que vraiment je fais une différence? Ça se peut que ça soit si peu perceptible que vous soyez déçu de ne pas vous le faire dire, de ne pas le constater vous-même comme individu père aidant. Donc, pour votre satisfaction au travail, avoir ça en tête, là, que même si on ne le constate pas de visu par soi-même, globalement, en connaissant ces modèles-là qui ont démontré une certaine efficacité en termes statistiques et mathématiques, là, ça risque de vous aider à avoir une meilleure satisfaction d'ensemble. Bon, donc, on a décrit l'organisation, on a décrit un modèle. Ensuite, la section 2.3, c'est le déroulement de votre stage d'observation dans ce modèle qui est dans une organisation. Donc, c'est ici que vous déroulez de manière chronologique comment ça se passe, hein, en vous référant à votre horaire tel qu'il aura été convenu. Il ne s'agit pas de tout raconter, mais prendre un exemple, là, quelques exemples pour approfondir la maîtrise de la pratique de la paire aidance. Il peut s'agir du déroulement d'une journée type réelle, par exemple. Et je vois que Marie-Ève a levé la main. Oui, Marie-Ève. Oui, en fait, je me pose la question, dans l'éventualité où le stage se ferait dans deux milieux différents, est-ce que dans cette section-là, on peut, par exemple, on peut souligner l'interaction qu'on voit ou le lien qu'on voit entre ces deux milieux-là, justement?
Oui, absolument. OK, Que, super. ici, on a l'approche préconisée, c'est une approche narrative. Dans le sens, c'est tout un champ en médecine, narrative research, toute l'approche narrative et de parcours des usagers, des pairs aidés qui et on le dit souvent, le rétablissement, c'est un parcours, ce n'est pas un état définitif, là. On est toujours en transition d'une époque de sa vie à une autre, entre deux métiers, entre l'école secondaire, le collégial, l'université, entre des rôles de enfants, adolescents, adultes, parents, puis éventuellement grands-parents. Puis c'est là que nous, on complète l'expertise plus spécifique, et même très spécifique et très spécialisée, où là, vous allez voir, hein, en psychiatrie, bien, on a des champs, maintenant la pédopsychiatrie, des gens se spécialisent là-dedans. On a la gérontopsychiatrie, les gens se spécialisent là-dedans. C'est maintenant 2 sous-spécialités reconnues par le Collège des croyants des médecins et chirurgiens du Canada. Donc, il y a la psychiatrie comme spécialité médicale, puis il y a d'autres sur-spécialités, en l'occurrence pédopsychiatrie, gérontopsychiatrie. Mais nous, là, puis on l'a bien vu, je pense, avec Marie, lors de notre séance, enfin, au cours d'éthique, nous, on a une approche beaucoup plus transversale. C'est là notre utilité. Ce n'est pas dans des états fixes, c'est plutôt dans l'accompagnement pour qu'éventuellement, cet accompagnement-là, bien, il y ait une orientation vers leur établissement au sens global. Donc, ici, là, la suggestion de Marie-Ève, c'est que, parce qu'effectivement, dans certains cas, les gens vont faire leur stage dans un seul environnement parce que c'est tellement complexe la maîtrise de ce modèle-là que ça vaut la peine de plonger à fond là-dedans. Mais on va plutôt préconiser une diversité d'expériences, avec peut-être 80% dans un modèle et un 20% complémentaire dans un autre modèle, pour vous donner des idées. OK? Et ici, dans le cas de Marie-Ève, il est question, ce n'est pas décidé encore, là, qu'il y ait aussi une connaissance du milieu de l'urgence. Passer quelques jours à l'urgence. Parce que, encore, de nos jours, et on peut le déplorer, c'est souvent par l'urgence qu'on entre en contact la première fois de sa vie avec les services de santé mentale et de psychiatrie. Et puis là, pour aider, pour comprendre la trajectoire de la personne qu'on veut aider, bien, faut imaginer le premier contact avec les services dont on fait partie. C'est à l'urgence souvent. Est-ce que le père aidant, la père aidante peut être présent? Si ce n'est pas soi-même, c'est sous forme de documentation qui serait distribuée aux gens qui sont là pour les informer de l'existence des services de père aidant, l'existence de différents modèles, des structures d'accompagnement, parce que déjà là, par définition, l'urgence, ce n'est qu'un moment. On passera idéalement pas trop de temps à l'urgence. D'ailleurs, on le déplore, on trouve toujours qu'on y passe toujours trop de temps. En principe, on va être aussi rapidement que possible aiguillé vers quelque chose de plus adapté, qui n'est plus de l'urgence comme telle, mais évidemment, parfois la situation exige qu'on doive être hospitalisé sur le champ. C'est après la crise qu'on va procéder à une évaluation. Et cette évaluation-là va guider la personne vers un service plus spécialisé. Est-ce que c'est pour troubles psychotiques, troubles anxieux et de l'humeur, et ainsi de suite. Ou premier épisode psychotique, le PEP là, auquel Isabelle faisait référence, c'est pour les jeunes pour qui c'est la première fois. Donc, si on prend l'exemple, là, quelqu'un qui serait dans 2 milieux différents, mais ça va être d'imaginer la jonction à ces 2 milieux. En imaginant une trajectoire, c'est comme on raconte une histoire, soit la sienne comme stagiaire, une journée type, des fois avec un peu, hein, vous pouvez faire preuve d'un peu de créativité, comme au cinéma, des fois avec peut-être un petit élément de flashback pour faire le lien avec votre propre expérience. D'autres fois, ça peut être avec une journée type ou aussi
imaginant une trajectoire type de quelqu'un qui serait déjà d'abord arrivé à l'urgence et qui ensuite est aiguillé vers un programme premier épisode psychotique. Puis on va le voir tout à l'heure, il y a des programmes comme ça qui sont intéressants à vous avoir comme stagiaire. Et puis après le programme premier épisode psychotique, bien, il y en a qui vont recevoir des soins et services de l'équipe SIN, du soutien intensif dans le milieu. Donc, c'est bon pour vous de voir comment ces différentes phases-là sont articulées les unes par rapport aux autres. D'accord? Il faut toujours penser en termes transversal, en termes de trajectoire, comparativement aux autres professionnels qui sont vraiment spécialisés dans plus une photographie du moment. Nous, c'est le film. Ça permet de faire ce que je suggérais tout à l'heure, l'allusion, l'approche cinématographique. C'est vraiment, il faut mettre les images en mouvement. C'est ce qu'on veut voir un peu dans le rapport de stage. Visualiser la personne en mouvement. Parce que les autres spécialistes, ils vont voir la personne à un moment donné, puis là, ils vont figer l'image pour analyser qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est bon. Leur spécialité, c'est comme un radiologue, là. Et c'est une radiographie, puis là, il vient voir dans le détail là, où peut se trouver la pathologie pour éventuellement avoir des traitements de même nature qui vont s'attaquer aux problèmes identifiés dans cette photographie. Et c'est très bien, il en faut. Mais nous, on est plus un spécialiste, spécialisé dans la trajectoire, dans le mouvement. Revenons. Donc, en décrivant une journée type, ça va vous permettre de situer l'ensemble. C'est ce qu'on vous demande à la section 2.3. Puis ensuite, déjà, on a à peu près la moitié déjà de fait et on commence déjà de l'autre côté de la montagne. On va se demander là, comment que vous avez bénéficié des échanges qu'on a, par exemple, en ce moment. Tout à l'heure, on va laisser une bonne place à la discussion. Je vous remercie d'avance de dire le professeur il est tellement bon. Là, oui, ça m'a beaucoup aidé. Là. Merci. Mais si vous voulez vraiment faire plaisir, ça va être beaucoup plus. Un autre collègue stagiaire, en racontant une péripétie, un épisode, moi, ça m'a permis de voir telle autre facette. Et puis donc, comment les échanges avec vos collègues stagiaires et autres pairs aidants, comment vous, ça va vous avoir bien permis de comprendre là, comment votre propre stage s'est déroulé. Parce que des fois, on est dans la pratique, on n'a pas le recul, le stage est en cours, puis on ne s'aperçoit pas nécessairement de tout ce qui se déroule, ce que ça génère comme réflexion autour de ce stage-là. En soi-même, on peut s'en douter, mais comment on peut voir que chez d'autres personnes aussi, ça a une influence que ce stage-là. C'est avec un certain recul qu'on peut le faire. Et puis, nos collègues peuvent nous aider à avoir ce recul-là. Donc, ici, on va vous demander comment vous aurez pu bénéficier du soutien des autres stagiaires, des autres membres de l'équipe qui sont ici présents aujourd'hui. Puis, dans ce sens-là, on va se demander là, comment les rencontres d'équipe elles-mêmes auront favorisé là, la mise à profit du savoir expérientiel, la divulgation. Là, ça fait bientôt, à la fin de la session, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Vous l'avez fait souvent. Mais ici, c'est plus spécifiquement on commence à se connaître. Puis c'est un outil de travail pour nous. Puis moi, j'admire beaucoup la confiance que vous faites les uns par rapport aux autres. Mais je vous avertis que ça ne sera pas toujours aussi bienvenu que de parler autant de soi-même. Il faut vraiment, là, quand on est dans des équipes qui ont un gros roulement, comment vous allez trouver l'occasion, la pertinence de parler de vous-même par rapport à la discussion concernant un père aidé suivi par ces équipes-là. Trouver tout ce dosage-là, ça ne se dit pas tellement d'avance. Donc, moi, ce qu'on peut vous dire d'avance, c'est que ça ne va pas de soi.
Ça dépend de la réceptivité des autres membres de l'équipe à ce moment-là de la semaine, de la journée ou de l'année par rapport au dossier particulier d'un individu. Et puis, on se demande toujours comment la divulgation qu'on fait, et puis Éric Pinet en parle souvent comme on revient gratter dans sa cicatrice. Là. Donc, si on faut le faire avec parcimonie, sinon la cicatrice ne se refermera peut-être pas. Donc, comment on apprend à puiser là-dedans, mais seulement de manière très ponctuelle pour que ce soit utile au père aidé à travers la compréhension qu'on va insuffler à l'ensemble de l'équipe par rapport aussi au savoir expérientiel de cet individu père aidé-là. On va lui aussi l'aider à découvrir son propre potentiel. Donc, c'est tout un dosage là, qui est que vous allez apprendre à vous faire confiance selon les situations. Donc, si on se réfère à la présentation de Georges Bastien, et tout le stage et les documents qu'on vous présente, c'est vraiment comment être le plus possible dans le moment présent, puis avec des outils qui vont vous permettre ensuite de documenter et de faire un recul sur cette présence dans l'instant. En principe, et vous saurez me le dire, les outils vont vous permettre de le faire. Un autre outil, avant qu'on revienne peut-être aux questions, là, la grille d'auto-observation. Ça va servir aussi à ça. Comment prendre du recul sur ce que vous allez vivre vous-même. C'est beaucoup ça, le stage. De plus en plus, je pense, on va se demander, c'est une question d'attitude, pas tellement une question de compétence. C'est pour ça que parmi les... Tout à l'heure, on dit on avait avant 8 documents, là. Maintenant, on en a 6, un effort de simplification. Mais un des documents qu'on a enlevé, c'est la description de tâches, qui faisait, je pense, 6 ou 8 pages, là. On a convenu de l'enlever parce que, dans le fond, est-ce que vraiment la paire aidant, c'est l'exécution de tâches? Peut-être que oui, dans certains modèles, il est prévu de faire ceci ou faire cela de telle ou telle façon. Mais c'est là, avec le temps, ça débordera le stage. C'est une réflexion que vous aurez continuellement en pratique. Mais ici, le stage lui-même, ici, ce n'est pas tellement sur l'exécution de tâches précises, c'est plutôt comment vous allez vous découvrir vous-même. C'est un exercice d'introspection, mais en équipe, sur qu'est-ce que ça peut représenter pour vous que éventuellement exercer ce rôle-là de père aidant. En le découvrant, cette découverte-là se fait à travers la découverte de vous-même dans ce rôle-là. Donc, les outils ici, en particulier la grille d'auto-observation, c'est un peu pour vous aider à découvrir ce que ça vous apporte d'abord à vous-même que d'anticiper, jouer ce rôle-là. Et puis, donc, en lien avec, donc, ça, c'est le document qu'on regarde là, c'est le rapport, mais il y a aussi le journal de bord qu'on va voir aussi tout à l'heure, où là, c'est plus chronologique. Hein? En gros, ce sont des demi-journées. Puis, il va falloir faire le lien avec des événements, des situations précises. Quand on disait vraiment dans le présent, ça va être de se découvrir quand on fait l'exercice d'introspection, c'est par rapport à des situations aussi précises que possible. Ah oui, à tel moment, c'était un mardi après-midi, à tel endroit, dans telle équipe, est arrivé ceci, tel élément de discussion. Ça a éveillé en moi une réaction quelconque ou un questionnement. Et en y repensant comme il faut à ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pour ça que dans le journal de bord, on vous demande de bien consigner cette temporalité. Eh bien, en y repensant, en me découvrant dans ce rôle de stagiaire, père aidant, je m'aperçois que je développe ou telle attitude ou que j'ai encore du travail à faire pour développer telle ou telle attitude. C'est comme ça qu'il y a une section réservée aux liens là,
avec le journal de bord. Alors, si l'on revient au rapport de stage, maintenant après la section 3.4, la section 4 dans son ensemble, hein, c'est un exercice d'auto-réflexion. Par exemple, à la section 4.1, réflexion sur vos points forts. En vous référant de manière croisée à des combinaisons de codes d'activité de votre journal de bord. On l'a vu hein, tout à l'heure, on veut vraiment avoir une idée précise des moments là, qui sont réellement survenus à tel endroit, à tel instant. Puis on va donner un code à cette activité. Et puis, vous allez faire des combinaisons avec les codes de compétences et attitudes qui se trouvent dans la grille d'observation que nous allons parcourir ensemble subséquemment. Et puis, donc, avec ces combinaisons-là, vous allez décrire comment vous avez pris conscience en cours de stage de vos points forts en vue d'exercer éventuellement la fonction de père aidant. 4.2, réflexion sur vos points à améliorer. Encore une fois, avec des combinaisons de codes d'activité et de codes de compétences et attitudes, expliquez ce qu'il vous reste encore à travailler et comment vous vous proposeriez de le faire en vue d'exercer éventuellement la fonction de père aidant, père aidante dans une organisation et dans une équipe. Puis à la section 4.3, là, vraiment, on fait le lien avec les attitudes CADMED. On a vu le document cette semaine qui correspond à l'objectif transversal, hein, les compétences et attitudes du référentiel de compétences CADMED. Donc, il y a les compétences, mais aussi, bien sûr, les attitudes. Et pour chacune des attitudes CADMED, il s'agit ici là, de décrire brièvement comment le stage a été l'occasion pour vous de progresser dans l'expression de ces attitudes attendues ou de prendre conscience de ce qu'il reste à améliorer pour bien les incarner. Rappelons les attitudes: altruisme, empathie, engagement, honnêteté et intégrité, humilité et capacité d'introspection, ouverture d'esprit, respect, rigueur et sens de responsabilité. On arrive vers la fin avec la dernière section, la section numéro 5, discussion et conclusion. Donc, en lien avec les lectures qui ont été proposées en cours de session et en cours de formation, il s'agit ici là, de voir comment s'exerce la paire-aidance en complémentarité avec les expertises propres aux autres membres des équipes cliniques. Expliquez comment vos lectures, les divers conférenciers et conférencières invités dans le cadre du cours et du micro-programme et les propos de vos collègues stagiaires ont contribué à votre compréhension de ce champ de pratique en émergence qu'est la paire-aidance. Donc ici, là, c'est vraiment faire des liens entre toute la matière qu'on a vue, les lectures dirigées dans le cadre du stage, mais vous pouvez aussi faire référence à d'autres lectures dans les autres cours du micro-programme et faire référence, encore une fois, aux expériences de vos collègues stagiaires, telles que ces expériences vous sont racontées dans le cadre des activités d'intervision. Puis à la fin, on vous demande vos recommandations à la lumière de votre expérience de stage et encore une fois dans la perspective de l'exercice éventuel de la fonction de père aidant, père aidante. Il s'agit de formuler des recommandations en vue de contribuer à la délimitation du champ de pratique de la paire-aidance. Vos recommandations serviront à améliorer l'ensemble du micro-programme et, plus particulièrement, l'expérience de stage. Vous êtes donc invité à suggérer d'autres façons de faire ou d'autres thématiques à aborder pour mieux préparer les futurs apprentis père aidant, père aidante. Vous pourriez d'ailleurs vous-même être appelé à co-superviser des stagiaires dans le futur lorsque vous serez en pratique, le cas échéant. Comment pensez-vous que le micro-programme pourrait être amélioré pour mieux répondre aux besoins des futurs étudiants et étudiantes et potentiels lieux d'embauche? Finalement, les références, en plus des références complémentaires mentionnées aux sections 2.1 et 2.2 plus haut, c'est-à-dire les documents émis là,
à propos des organisations et des programmes où vous avez fait vos stages, eh bien, il s'agit ici de dresser la liste des lectures proposées sur Studium, incluant les vidéos, dont vous vous êtes servi dans ce rapport de stage pour appuyer et étayer vos réflexions et recommandations. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous lire.